lancé un plan d'assistance humanitaire du gouvernement pour les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un plan Marshall ensemble pour faire face à la crise qui, depuis 2 ans, secoue le pays. Du coup, plus d'une question se pose sur la mise en œuvre de cette opération qui se veut humanitaire avec des relances socio-économiques, voire politiques. Mais avant, il faut déposer les armes et retrouver la sérénité. Ok. Attends, viens. Pourquoi on a ce retour-là ici? On a plutôt le retour de l'antenne ici. Tu as le retour de l'antenne. Voilà. C'est bon. Bonsoir. Le Premier ministre Philmon Yang a annoncé un plan d'assistance humanitaire du gouvernement pour les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un plan Marshall ensemble pour faire face à la crise qui, depuis 2 ans déjà, secoue ces localités du pays. Du coup, plus d'une question se pose sur la mise en œuvre de cette opération qui se veut humanitaire avec des relents socio-économiques, voire politiques. Mais avant, il faut déposer les armes et retrouver la sérénité. Fortement accusée par les autorités, la diaspora camerounaise, on le sait, joue un rôle dans ce dossier. De ce fait, elle doit être entendue et certainement associée à la résolution de cette crise, mais pour certains, il faut en définir les contours. Homme d'affaires prospère, titulaire d'une licence en génie mécanique de l'Université d'Harvard, d'un master en génie biomédical de l'Université catholique d'Amérique et d'un NDA option gestion analytique et gestion stratégique de la Boston School of Business de l'Université de Chicago, Charles Nana est un Camerounais de la diaspora qui a grandement intégré les États-Unis. Sur le plan politique, il a été candidat démocrate au Sénat américain. Après une première tentative lors des élections générales de 2016 qui avait vu Donald Trump, l'actuel président, prendre le pouvoir, Charles Nana a eu l'opportunité de se représenter à nouveau après le décès de Jeff Sessions, sénateur de l'Alabama. Ce natif d'ici, mais vivant là-bas, est notre hôte ce soir. Charles Nana est d'ailleurs déjà installé dans le mythique fauteuil rouge. On dirait également de lui qu'il est spécialiste de la gestion de crise en entreprise. Bonsoir Charles. Bonsoir. Très heureux enfin de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être au Cameroun et aussi, n'est-ce pas, d'être dans vos antennes. Je vais assassiner le français de temps en temps quand c'est difficile. Je vire en anglais sans préavis, hein, mais je vais essayer de causer en français puisque vos écouteurs sont francophones en majorité, mais de temps en temps je vais aller en anglais parce que je suis beaucoup plus confortable en anglais. Je suis anglophone de culture. Tout compte fait, okay. Vous remettrez à nouveau au plus haut du monde de l'Afrique cette particularité camerounaise, le bilinguisme qui nous caractérise et qui en fait d'ailleurs une richesse. Et d'ailleurs, dans ce contexte, je pense que ce ne serait pas une très mauvaise chose d'échanger quand même en anglais de temps en temps. Non, il n'y a pas de souci là. Mais vous avez bien dit, n'est-ce pas, mettre l'Afrique à la lune. Nous avons aux États-Unis 3,5 millions d'Africains. Mais aucun Africain a déjà postulé pour un poste national. I run for United States Senate. Donc je n'ai pas postulé pour un poste local pour être dans un État. Donc si je gagnais, je devais être à Washington. Aux États-Unis, il y a 100 sénateurs dans la République. Okay. 2 chaque État. Et j'ai contesté pour être l'un de ces sénateurs qui représentait mon État d'Alabama à Washington. Donc, c'est aussi pour encourager les Africains de dire que nous allons dans les meilleures écoles. Nous travaillons mieux que beaucoup de ces blancs expatriés que nous amenons en Afrique pour nous donner des conseils. Il faut qu'on commence à avoir confiance à nos fils. Les donner l'opportunité, n'est-ce pas, de redresser et d'aider à chercher les solutions qui mènent l'Afrique. Nous avons énormément de talent, n'est-ce pas? Mais malheureusement, beaucoup sont frustrés, ils ne veulent plus revenir au pays parce que quand ils reviennent, ils pensent que ça ne marche pas. Mais nous n'allons pas fuir le pays. Nous sommes là, on va aider le pays. L'Amérique que nous sommes, c'est le travail de 300 ans
des autres personnes. C'est leur sueur, leur sang. Nous devons bâtir notre pays. C'est le pourquoi c'est un plaisir toujours pour moi de revenir au Cameroun et en Afrique et ajouter ma modeste contribution au développement de l'Afrique. Et je voulais d'ailleurs commencer par là. Comment fait-on pour partir du Cameroun et devenir candidat au Sénat américain? C'est un parcours, je ne vais pas dire long, n'est-ce pas? Je suis parti, comme je vous ai dit, je suis dans la zone anglophone des parents Bamileke. D'accord. Donc je suis né à Manfé, j'ai grandi à Bouya et à Yaoundé. Et j'ai eu le advanced level, je suis allé à l'université en Guaykele. Mais sur tous mes cours, j'avais un seul cours en anglais. Et ce qui m'a encore plus, qui était plus intéressant, n'est-ce pas, quand j'ai pris mon premier et le dernier concours que j'ai pris au Cameroun, c'était pour l'INSEAD en Gandéré. On m'a donné les épreuves, j'ai passé 1 heure de temps à comprendre la question qu'on me posait dans l'épreuve. L'épreuve a probablement été articulée ou a été formée en français. On a pris un francophone de traduire cette épreuve en anglais. Et sûrement le monsieur n'a pas été assez humble de dire que je ne peux pas traduire en anglais, qu'un anglophone peut lire et comprendre ce qu'on demande. Donc un anglophone prend le concours et il n'a aucune idée de ce qu'on est en train de lui demander dans l'épreuve. Donc je suis parti du Cameroun. Heureusement que j'avais un oncle qui travaillait à la Banque mondiale. Il m'a amené à Washington. J'étais très excité dans le engineering. Donc j'ai commencé à have a bachelor's in mechanical engineering. Donc je suis d'abord ingénieur de génie mécanique. Okay. Quand j'ai fini, j'étais très intéressé dans les matériaux, material science, les sciences des matériaux. Donc je suis allé faire un master génie biomédical avec particularité organes artificiels. Donc ça veut dire que vous avez le poumon qui ne marche pas, vous avez un pied qu'on a coupé, il faut un pied artificiel qu'on mette. C'est nous qui fabriquons, qui cherchons les matériels, qui regardent la biocompatibilité de ces matériels avec votre corps. Parce que si on prend un matériel, on met chez vous, si ce n'est pas compatible, avec votre sang, ça va rejeter. Absolument. Donc il faut, n'est-ce pas, cette science-là, les ingénieurs qui connaissent les détails. Et j'ai fait ça et j'étais chanceux. Je suis entré dans la carrière, il y a une très grande structure aux États-Unis qu'on appelle General Electric. Ouais. C'est l'un des meilleures grandes structures aux États-Unis. Eux, ils vont dans les écoles, ils identifient les jeunes qui pensent qu'ils sont très forts techniquement, aussi qui ont le leadership. Parce que c'est l'aspect leadership qu'ils cherchent. Donc, je faisais partie d'un groupe qu'on appelle TLP, Technical Leadership Program, donc les leaders techniques. Je suis entré dans ce programme et à la fin de ce programme, après 2 ans, on retient les top 5%, donc les 5 meilleurs. Les 5% meilleurs. 5%, okay. Et maintenant, on les challenge, on les met dans des positions où ils doivent diriger l'entreprise dans beaucoup de secteurs. Moi, j'étais parmi ceux qu'on a choisis et on m'a envoyé dans le domaine de la qualité. Donc, si vous entendez, quelques entreprises au Cameroun commencent à parler de Six Sigma. Donc, améliorer la qualité des produits et des services que nous rendons. Parce que le business, c'est customer-centric, donc c'est client-centric. Ça veut dire que tout ce que vous faites dans une entreprise, même dans votre chaîne de télévision, doit être autour du client. Donner au client ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et au prix qu'il le veut. Parce qu'il y a de la compétition. Donc, j'étais parmi les meilleurs qu'on a choisis et c'est là que les choses qu'on m'a appris dès le bas âge, que j'ai appris au Cameroun, commencent à sortir. Ils commencent à identifier que n'importe où que je vais, parce que nous, on nous formait pour résoudre les problèmes d'entreprise. Et ça devenait très clair que quand il y a des problèmes sérieux, il faut qu'il y ait le gars noir, africain, on me met dedans. Donc tout d'un coup, je commence à être identifié à ce problem solver. Okay. Et c'est ça donc qui a poussé quand j'ai commencé en dehors du travail, pendant les week-ends et dans les soirées, je suis inclus dans la communauté. Je regarde les problèmes que les Noirs, les minorités ont dans les communautés et je commence à développer les solutions avec des leaders politiques. C'est là qu'ils ont dit non, l'Africain là, il faut vraiment qu'on essaie de voir si vraiment il peut nous représenter. Donc une délégation est venue me voir, dit que you are a good problem solver, we would like you to run for United States Senate. Et je dis, mais je n'ai jamais été dans la politique. Ils disent non, we would like you to run for United States Senate. And I think you do well. Donc, j'ai donc accepté, n'est-ce pas? Et aussi, c'est un plaisir
Nous avons les Africains en presque tous les domaines, les métiers aux États-Unis. À quelle année vous êtes parti du Cameroun? Je suis parti du Cameroun en 86. Vous aviez quel âge? Je venais de, je crois, 20 ans ou 21 ans. J'ai fait seulement 3 mois en Guayaquil. Comme je vous disais, je suis arrivé très très chaud. J'ai le bac anglophone, le bac scientifique anglophone. Je vais à l'université. Sur tous les professeurs, j'avais un seul qui était en anglais. Et quand ils viennent en classe, les francophones jettent l'avion. On dit moyo, moyo, moyo. Du coup, ces cours sont perturbés. Bon, les cours sont perturbés parce que... Et par quel moyen êtes-vous parti? Par une bourse, par la green card? Quel a été le processus? Non. Je vais, puisque j'avais un oncle qui était aux États-Unis. Il m'a dit, bon, comme toi tu exprimes que tu voudrais venir aux États-Unis, je n'ai aucun problème, je vais te chercher une école. Donc je suis allé c'est voie personnelle. Mais en arrivant aux États-Unis, c'est un pays, si tu travailles et tu t'imposes, qu'importe la discipline, on reconnaît. Et quand on reconnaît qu'il est bon, on commence à ouvrir les portes. Donc je vais en finir en disant que même jusqu'à l'heure actuelle, quand les entreprises, non seulement aux États-Unis, je parle en France surtout, parce que nous avons une relation forte avec la France, quand les entreprises françaises ont des challenges et ils veulent les experts dans l'excellence opérationnelle, ils viennent aux États-Unis. Mais ils mettent un accent. Ils aimeraient quelqu'un qui peut comprendre le français et qui cause français. Donc je me retrouve de temps en temps à être en France pour essayer de redresser ou aider les entreprises françaises. Mais le malheur, je ne sais pas si c'est le malheur, mais la difficulté, je suis africain, je suis camerounais. Mais quand on vient chez nous, c'est un peu plus difficile. Pourtant je suis camerounais. On en parle. Alors, au-delà de toute cette percée sur le plan académique, vous lancez en politique. Encore faudrait-il connaître les rouages de la politique américaine. Quand vous dites rouage, vous devez casser le gros français là un peu. Alors, je vais connaître les subtilités, la façon d'intégrer. Comment vous faites pour intégrer ce milieu politique, pour vous imposer et pouvoir devenir candidat? Je présume que vous avez été désigné parce qu'un ensemble de personnes, d'un certain nombre, ont sollicité que ce soit vous. Mais comment est-ce que vous faites pour y parvenir? Oui, je crois que j'ai commencé à expliquer. Comme je vous dis, je redresse les entreprises. En 2014, il y a une très grande entreprise du steel, United States Steel. Donc, c'était pendant la guerre mondiale, ils étaient le premier. Et ils produisaient 30% des fer qui étaient utilisés dans le monde. Donc, mais eux, ils avaient beaucoup de problèmes et il fallait être redressés. Donc, ils ont recruté 5 experts. Et les ont envoyés dans les régions. Donc, moi, j'ai choisi le sud des États-Unis, qui est Alabama, l'État de l'Alabama. Mais dès que je suis arrivé là-bas, j'ai constaté que les problèmes des minorités, les problèmes de Noirs qu'ils ont là-bas, c'est presque les mêmes problèmes que nous voyons ici en Afrique. Et je commence maintenant à m'intégrer, je vais dans des réunions, je vais dans les comités qu'on forme, et je me volontiers. Je suis volontaire. Vous êtes volontaire, oui. Oui, je suis volontaire d'aider et à résoudre le problème. You have to look for the root causes. Il faut chercher la racine du problème. Parce que c'est ça mon domaine. Depuis, d'abord, je suis d'abord ingénieur. Le rôle d'un ingénieur, c'est quoi? C'est chercher et résoudre le problème de la société. Absolument. Hein? Avec les données techniques. Mais je me démarque, n'est-ce pas, c'est que j'ai pris cette connaissance. Je suis d'abord ingénieur de conception, comme vous le savez, n'est-ce pas? En français, c'est un peu compliqué. En anglais, c'est Bachelor's in Mechanical Engineering, Master's in Biomedical Engineering. Et j'ai maintenant accompagné ça avec un diplôme de MBA, International MBA, de l'Université de Chicago. Tu sais, c'est l'un des meilleures universités, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Absolument. Et avec l'option de strategic management, donc gestion stratégique. Et l'entrepreneuriat. Parce qu'en Afrique, on a besoin de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est tout cela qui vous fait remarquer auprès des électeurs. Des électeurs. Parce que c'est très clair, quand il y a un problème, on voudrait que je sois parmi l'équipe qui regarde le problème. Et quand il y a une équipe qui regarde le problème, moi j'aime toujours où c'est difficile, personne ne veut prendre. I say, no, don't worry, I'll take a look at it. Et le lendemain, parce que moi je travaille 24 sur 24, je ne cache pas. Hein. Ça c'est l'une des choses que dès le bas âge, n'est-ce pas, mes parents, surtout ma maman, m'a appris. Je vendais les beignets jusqu'en classe de terminale. J'ai cessé de vendre les beignets le premier jour que je suis allé à l'université. Un camarade de classe, entre peut-être 20 personnes comme ça, il y avait les jeunes filles. À l'époque, là, on était excités. Elle dit, Tchenkou, you didn't say pop-off today.
Donc il dit que monsieur Nana, vous n'avez pas vendu les beignets aujourd'hui. Donc la demoiselle que je causais avec elle a seulement disparu. Hein? Donc à partir de ça, bon, ça m'a beaucoup heurté, mais ça m'a appris, n'est-ce pas, à se relancer. J'ai surmonté cette difficulté. J'ai remonté cette difficulté et j'ai compris que non, you have to work hard, you have to be among the best. Et j'ai commencé à le faire undergraduate Chicago. Entrer seulement à Chicago, c'est pas parce que mon nom c'est Nana. C'est une classe de 200 il y a autour 5 noirs. Et parmi ces 5 noirs-là, il y a peut-être 2 Africains. Nous devons nous imposer. Donc, c'est le pourquoi. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que ceux de la diaspora, n'est-ce pas, ceux qui quittent le Cameroun, qui ont eu des difficultés avant de quitter le Cameroun, quand ils vont à l'Occident, ils travaillent très bien parce qu'ils savent que où ils viennent, d'où ils viennent, il n'y a pas de retour. C'est compliqué comme vous dites, il n'y a pas de retour. Ils sont les éclaireurs de ceux qui voilà. Donc c'est ça. Et j'observe que vous avez gardé un pied au Cameroun malgré vos activités de l'autre côté. Oui, le Cameroun c'est chez nous. Je sais que c'est un peu difficile, surtout même aux États-Unis, quand j'encourage les Camerounais, n'est-ce pas, à penser au Cameroun. Le Cameroun c'est le chez nous. Il est bien vrai quand on vient, c'est difficile. C'est difficile. Tous mes investissements sont au Cameroun. Je vais vous prendre 3 exemples pratiques. Pourquoi certains d'entre nos frères, et il y a un ministre, quand il me voit, il dit, monsieur Nana, vous de la diaspora, vous êtes toujours fâché quand on parle du Cameroun. Et je vais vous donner des exemples pratiques et personnels. Aujourd'hui, il y a le transfert d'argent partout dans le pays du Cameroun. Oui. C'est mon projet. 98, 98, 99, je faisais le transfert d'argent United States, Canada, Germany and the UK pour le Cameroun. Je suis venu demander l'autorisation. On m'a dit, monsieur Nana, ça n'existe pas dans les textes. Mais on a fait venir Western Union après Cofinef et tout ça, mais Western Union s'est implanté au Cameroun. Oh, c'est le projet d'un Camerounais. Et quand je faisais le transfert d'argent, c'était nos sœurs, nos petites sœurs qui sont à l'université, qui géraient, qui faisaient mon marketing, qui allaient dans le bureau, qui allaient dans les universités demander aux gens d'utiliser le service. Mais si je faisais 5 francs de profit, cet argent-là va où? Ça reste au Cameroun. Absolument. Mais si Western Union ou MoneyGram font le profit, l'argent là va où? Alors, donnez-moi quelques minutes, je finis, parce que c'est très important. Donc voilà un. Le deuxième, c'est j'ai fait venir les engins au Cameroun. Les Caterpillar. J'étais à la dernière point de faire sortir le Caterpillar, on appelle ça la liquidation au port. Ouais. Un jeune frère, un petit frère, me demande que je dois lui donner un certain montant. Je lui dis que je ne peux pas lui donner de l'argent sans qu'il ne travaille. Là, c'est la corruption. Il a bloqué mon Caterpillar. Je suis allé jusqu'à voir le ministre de Finances. Je lui ai remis le dossier à Washington, dans la maison de l'ambassadeur. Que j'ai un Caterpillar qui fait partie de mon ONG pour aider les veuves au Cameroun qui a été bloqué au port. Il dit qu'il va aider jusqu'à aujourd'hui. Le Caterpillar a disparu. Disons même que j'ai un frère aux États-Unis qui fabrique les Caterpillars, ou bien mon père même a fabriqué les Caterpillars et laissé aux États-Unis. Le transport seulement de là jusqu'au Cameroun. Pourquoi on me l'a fait perdre au port? Vous voyez pourquoi nos frères, je peux te dire une chose, nos frères de la diaspora sont fâchés. Je peux te dire une chose, nous sommes aussi patriotiques. Et je peux oser dire que nous sommes plus patriotiques que certains qui sont au pays. Parce que nous voyons comment nos hosts, donc les gens qui nous accueillent dans les pays sont patriotiques. Et nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas être aussi patriotiques. Nous devons faire les choses qui sont aux intérêts de notre pays. C'est le pourquoi souvent nos frères de la diaspora sont fâchés parce qu'eux ils veulent aider le pays, mais c'est verrouillé, comme vous dites en français, partout. Donnez à vos enfants qui sont sortis l'opportunité de venir aider au développement de notre pays. Alors, quand vous avez été porté à la candidature au sénatorial, du moins au Sénat américain, combien d'Africains étaient dans le staff, peut-être des électeurs? Votre candidature était portée par combien d'Africains, voire combien de Camerounais? Oh là, j'étais au sud, okay, à l'état de l'Alabama. Ça, c'est une zone. La démographie de Alabama, c'est 65% blancs, 24% noirs et autres. Okay. Et les noirs sont dans les grandes villes.
Et si vous, quand vous regardez les résultats, j'ai porté tous les grandes villes, mais j'ai perdu sauvagement dans les banlieues où ce n'est que des noirs et des blancs. Et ça s'explique, n'est-ce pas? Hein? Mais pour moi, c'était de montrer aux enfants africains, ceux qui sont nés là-bas, et même les Africains de première génération, que nous allons dans les meilleures écoles. Nous ne devons avoir peur de rien. On peut postuler, on ne doit pas seulement postuler pour le Sénat, on peut postuler pour le Congrès, pour City Hall. City Hall, c'est la commune. On peut postuler pour les parents des élèves, parents des étudiants, je crois qu'au Cameroun, on a PTA. Ouais. Hein? Donc, nous contribuons énormément dans le développement économique et politique des États-Unis, mais nous ne sommes pas dans le leadership. Et ça doit changer. De façon générale, comment est composée la diaspora camerounaise aux États-Unis en termes de représentativité, dans quel secteur? Ah, ok. Ça dépend. Secteur, beaucoup sont dans la santé. Okay. Santé, surtout nos sœurs. Presque 60 à 75% de nos sœurs, ceux qui ont fait l'école, n'est-ce pas, sont dans le nursing, l'infirmerie. Ouais. Parce que ça paye et il y a une très forte demande. On a de bon nombre de médecins, de bon nombre d'ingénieurs, mais la grande majorité, n'est-ce pas, beaucoup sont, ça dépend aussi comment on est venu aux États-Unis. Parce que ceux qui allaient dans les années passées, et peut-être on va en arriver là-bas, ceux qui sont allés dans les années 70, début 80, ils allaient aux États-Unis et l'Occident pour faire l'école, pour étudier. Entendre qu'il y a un Camerounais qui ne va pas à l'école, c'était du jamais entendu. Et quand nous on savait, n'importe où on va le chercher, on essaie de l'aider à aller à l'école. Bon, dans les années 90 à 80, il y a une nouvelle vague de Camerounais, plus précisément beaucoup de francophones, qui viennent là-bas, n'est pas nécessairement pour aller à l'école, mais pour se chercher. Donc, il y a deux vagues de... Donc, il y a ceux qui sont dans les affaires, n'est-ce pas, et ceux qui sont dans le corporate, ce qu'on appelle corporate America. Aux États-Unis, il y a les gens qui sont dans les grosses structures, qui s'imposent, il y en a certains. Et évidemment, cette diaspora suit grandement l'actualité du pays. Elle suit la crise anglophone. Le gouvernement dit que la diaspora finance énormément cette crise. Bon, je ne vais pas, I won't argue with the government. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français. I will not argue with the government. Vous ne voulez pas démentir. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on prend une brosse et on peint tout le monde qui est dans la diaspora. Et c'est ça le problème camerounais. N'est-ce pas? Le gouvernement... Les gens qui sont un peu modérés, les gens qui sont un peu réservés, qui retiennent leur langue, qui cherchent à offrir les solutions aux problèmes camerounais ne sont pas écoutés. On écoute les extrêmes. Ceux qui veulent qu'il n'y a aucune raison sur terre que ce pays-ci reste ensemble. Que je vous demande, monsieur, mon frère, je suis d'origine bamileke. Je suis né à Manfé. J'ai grandi à Yaoundé. On veut séparer ce pays, que moi je vais où? Mais dites-moi, je suis anglophone, 100% anglophone. Je suis né à Manfé. J'ai fait l'école à Boya jusqu'au cours moyen 1 et le reste de mes études jusqu'à l'université à Yaoundé. Je suis intégré à Yaoundé. Mon immeuble est à Yaoundé. Je connais à peine l'Ouest. Si je suis déjà allé dans mon village peut-être 5 fois. J'ai plus de 50 ans. Pas plus de 10 fois. Si on veut diviser le pays ici, ça veut dire que nous, on va où? Donc nous voulons une solution, n'est-ce pas? Que tout enfant de ce pays se sente... Donc vous dites clairement que vous êtes contre la partition du Cameroun. Non, mon frère. 80% des Camerounais, 90% des Camerounais, y compris les anglophones, sont contre la séparation de ce pays. Mais le problème, c'est qu'eux, ils veulent se sentir partis... Bon, je vais dire en anglais, parce qu'en français, c'est un peu... Peut-être je n'articule pas. Every Cameroonian, including Anglophones, want to feel part of the governance of this country. À l'heure actuelle, ils ne se sentent pas. Et nous devons être assez humbles. Des Camerounais en part entière. Et il faut, n'est-ce pas, l'un des plus grands risques dans notre pays et en Afrique, c'est, en anglais, on dit hopelessness. Donc, vous avez perdu tout espoir. Absolument. De la jeunesse.
la jeunesse anglophone a perdu tout espoir. Regardez le concours, prenez n'importe quel concours que vous voulez. Vous regardez s'il y a 50 personnes, si vous trouvez 2 noms des anglophones là-bas, vous avez vu beaucoup. Ce n'est pas normal. Ils sont camerounais comme tous les autres. Ils sont aussi patriotes ou patriotiques que tous les autres. Hein? Et l'erreur, donc, nous devons être un peu, je dis un peu humble. Reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Dans les années 60, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'erreurs. Les années 60, Djongo Foncha et sa délégation est allée dans la négociation de Foumansan étaient prêts. 61. Ils n'ont pas compris la culture francophone avant d'aller dans la négociation. De l'autre côté, Anna Aïdjo, qui était toujours coaché, qui était toujours conseillé par les Français. Et les Français ont écrit toutes nos constitutions. Donc, et nous allons, on quitte de là, on change la forme de l'État. Article 47,1 dit qu'aucun, no bills, donc aucun, je ne sais pas comment on dit ça en français, rien ne peut introduire à l'Assemblée qui menace l'intégrité et l'unité de la forme de l'État, ou du forme de l'État. Article 3, 47,3 dit que même s'il y a un changement dans la constitution du Cameroun, elle doit être approuvée par l'Assemblée nationale. Mais avant d'être approuvée par l'Assemblée nationale, elle doit être approuvée par les assemblées du Cameroun occidental et Cameroun oriental. Quand le Cameroun est parti de République fédérale du Cameroun à République unie, cela ne s'est pas passé. Donc la question réelle qui se pose, et voilà où les anglophones sont, et nos frères francophones refusent, certains ne veulent pas comprendre. Les anglophones disent que notre engagement, le contrat que nous avons signé dès le départ, que nous serons un pays fédéré et avec de gouvernance, avec les 2 assemblées, parce qu'il y a 2 cultures. Il faut reconnaître qu'il y a 2 cultures. Et ces 2 territoires, on rentre même en arrière. Si nous regardons même ce qui s'est passé en 61, on regarde l'article 1541 des Nations Unies qui stipule comment les territoires doivent intégrer d'autres pays. Nous sommes toujours en variance avec ce document. Donc la question même que je dois me poser est le suivant. Quelle est la constitutionnalité du référendum qu'on a eu en 72? Pour moi, il y a eu erreur. Et vous avez vu que je vous ai écouté un peu longtemps, oui, pour observer qu'en réalité, vous portez beaucoup des arguments des fédéralistes. Moi, je suis 100%, je suis un panafricaniste. Donc, je veux que l'Afrique ait une seule voix. Donc, je ne peux pas être un panafricaniste et penser qu'on va diviser le Cameroun. Mais, c'est important que tous les enfants, pas 1 ou 2, se sentent que le pays leur appartient. Tous les enfants camerounais doivent se sentir dans leur pays, doivent sentir que le Cameroun les appartient. Et voilà ce que nous prions le gouvernement qu'on rentre à table. Let's go back to the drawing board. Qu'on rentre au point du départ. On reprend la Constitution de 61. Et aussi maintenant, nous avons beaucoup de Camerounais intellectuels. Nous avons des Camerounais parmi les meilleurs des meilleurs dans le monde qui se frottent. Invite ces enfants-là au pays, disent que nous avons tout fait les erreurs. Personne n'est infaillible. Hein? Vous dites ça en français. C'est bien dit. Hein? Everybody makes errors. Le président dit que mes enfants ou mes frères, venez qu'on s'asseye à table, on négocie, parce qu'on a déjà dépassé la période de dialogue. Non, le dialogue est passé depuis longtemps. Comment ça? Non. Le dialogue, nous avons dépassé la période du dialogue. Un dialogue, c'est quoi? Quand vous et moi, on s'entend, on cause, on essaie d'avoir un point commun, mais on est libre de retenir nos points de vue avant. Donc, on peut se séparer, tout le monde retient son point de vue qu'il est venu dans la conversation avec. Absolument. Mais dans la négociation, ce n'est pas ça. Vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue. Parce que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils ont fait le mieux qu'ils peuvent. Nous avons vu que nous, on a besoin de plus. La jeunesse camerounaise veut plus que ce qui a été fait. La décentralisation a échoué et a échoué énormément. Rentrons, nous avons fait les fautes et je n'aime pas donner les torts parce que quand on commence à donner les torts, ça peut on distribuer après tout le monde. Il n'y a aucun pays dans le monde qui n'a pas eu de problème.
revenons à table, on négocie comment nous devons vivre ensemble. Même vous, vous êtes mariés à la maison. Chaque 2 ou 3 ans, vous négociez les thèmes de vivre ensemble avec votre épouse. Hein? Mais c'est normal. Mais c'est vrai. Et aussi, on prend ce qu'on appelle State of the Nation. L'État, donc chaque 2 ans, 5 ans, on prend we take a state, on prend un statut de l'État, je ne sais pas comment si vous dites ça, mais we take a State of the Nation. Est-ce que la nation va où nous sommes en train de vouloir partir ensemble? Le problème camerounais réel, c'est quoi? 2 frères se sont mis ensemble, ils sont quittés de Douala. Ils ont dit qu'ils veulent aller à Yaoundé. Ils se sont retrouvés en Gaoundéré. La question maintenant, c'est on fait quoi? Que nous, on allait à Yaoundé, mais on se retrouve en Gaoundéré. On fait quoi? Une personne dit qu'on continue seulement à foncer nord. Et l'autre dit que non, on doit rentrer à Douala, trouver où on s'est perdu, et on avance. Alors, mais seul que l'autre prend certains, du moins l'autre prend des armes, commence à tirer sur le pied de celui qui va aller au nord. Pour rester dans votre schéma. Non, je crois que vous avez une interprétation un peu... Parce qu'il y a des armes qui crépitent. On dit bias, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Bias, ça veut dire que ce qui n'est pas équitable. Okay. N'est-ce pas? Quand le problème anglophone, ça a commencé comment? Les avocats, les gens qui maintiennent et qui impriment la loi de ce pays, ils disent que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un groupe ou une culture qui pense que l'argument de la force, c'est ce qui doit régner. Or, il y a un autre groupe qui pense que c'est la force de l'argument qui est important. 2 cultures complètement différentes. Et c'est pourquoi le fédéralisme est critique. Ceux qui pensent qu'il faut la force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fouetté les avocats, ils les ont mis en prison, et tout ça. Qui a commencé à tirer contre qui? Vous vous rappelez, vous avez vu les vidéos, les grands-mères avec le peace plant. Je ne sais pas comment vous appelez peace plant en français. Les plantes de la paix, ils marchaient dans les rues. Qu'est-ce que l'armée a fait? L'armée devait... D'abord, the army has no business to do with civilians. L'armée n'a aucun business avec les civils. Zéro. Hein? Le rôle de l'armée, c'est protéger contre les ennemis de l'État. Je ne sais pas si ça se dit en français. But the role of the army is to protect the nation against its enemies. Mais l'armée se trouve face à la population. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est le rôle de la police. N'est-ce pas? La police est là. La police est un corps civil. Je crois qu'au Cameroun, la police est un corps civil. Donc, et quand eux, ils avaient leur plante de la paix en main, qu'est-ce que l'armée a fait? Il y a eu combien de morts? Bon, moi, je ne veux pas rentrer. Moi, je crois que même s'il y a eu un seul mort, c'est un mort de trop. Alors, le gouvernement a annoncé par la voix du Premier ministre un plan, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, je l'ai d'ailleurs qualifié de plan Marshall, qui tourne autour de 13 milliards de francs CFA, qui doit être implémenté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vise tous les secteurs pratiquement, la santé, l'éducation, bref, tous les secteurs socio-économiques pour relancer la vie dans ces localités-là. Êtes-vous optimiste? Non, je suis très... C'est bon, quand vous dites, est-ce que je suis optimiste? Je crois que c'est... je vais dire en anglais avant de revenir en français, pour que ça ne soit pas mal interprété. It's a good gesture in the right direction. Donc, c'est une bonne... L'intention est très bonne. Mais le moment n'est pas bon. Ou n'est pas bon, ou n'est pas bonne. Hein? Quand je regarde comment on peut avancer, the way forward, c'est mon point, c'est le 6e point dans l'agenda pratique pour apaiser, n'est-ce pas, la population aggravée. Alors, je vous suggère qu'on commence par le premier point. Je vais vous donner le premier point. Qu'on élabore tous les points que vous proposeriez pour la sortie de la crise. Premier point, et ça, ce sont les points qui doivent être unilatéraux du gouvernement. Non. So it has to be unilateral. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut dialoguer, et là, vous reparlez d'unilatéralité. Non. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Donnez-moi élaborer. Vous avez tout le temps, excusez-moi. Voilà, ok. Je dis que les 6 points que je vais articuler, n'est-ce pas, ce sont les points que le gouvernement doit d'abord le faire pour établir good faith, la bonne foi. Parce que... Faire revenir la confiance. Faire revenir la confiance. Parce que le gouvernement, à l'heure actuelle, soit ça c'est qu'on raconte au président, on ne lui dit pas la vérité. La population a perdu la confiance. Les enfants
Camerounais qui ont pris le fusil contre leurs frères. C'est wrong, it's very wrong. C'est inacceptable. Mais eux, ils disent qu'ils sont en train de se défendre contre une armée qui les tue sans défense. Vous êtes avec moi? Absolument. Bon, que je liste. Donc, pour apaiser, nous pensons que, première chose, le gouvernement doit déclarer un unilateral ceasefire. Donc, le gouvernement doit déclarer un cessez-le-feu. Un cessez-feu unilatéral. unilatéral. C'est-à-dire que toutes les forces en présence se retirent. Doivent se retirer. Deux. Alors, vous permettez quand même qu'au fur et à mesure, je pose des questions. Alors, vous voulez d'abord tout lister. Je liste tout ici, ça devient un peu plus facile, n'est-ce pas, quand on comprend ce point. Donc, le gouvernement déclare unilateral ceasefire. Absolument. Second, release every single Cameroonian who is in jail in relation to the Anglophone crisis. Donc, on relâche... Relâcher tous les prisonniers, toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de la crise anglophone. De la crise anglophone. Depuis 2016. Depuis 2016. Et même avant. Il y a certains qui étaient en prison avant. Je crois. Peut-être je me trompe. Troisième. Declare a period of national reconciliation between 90 and 120 days. On déclare une période de la réconciliation nationale entre 90 et 120 jours. C'est une période. Donc, ces trois premières déclarations... non négociables. Je n'ai pas dit ce non négociable, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je crois que ça serait un bon pas pour dire aux enfants anglophones, tes enfants qui sont en brousse, qui ont perdu confiance, n'est-ce pas, que peut-être c'est sérieux. Okay. Quatrième, on décide maintenant à avoir pas une négociation, une négociation. Bon, vous allez articuler vos affaires là. On déclare une période de négociation à 2 ou 3 phases. Si ces 3 phases, 2 se passent au Cameroun, 1 se passe dans la diaspora, hors du Cameroun. Parce que encore le gouvernement, n'est-ce pas, la population ne se sent pas, they don't trust the government. C'est une affaire de confiance maintenant. Absolument. Donc tout ce que je dis est 4, et j'étais à 4. 5 maintenant. Oui, donc negotiations. Le cinquième, on doit avoir un programme ambitieux économique. Parce que si vous demandez même aux jeunes enfants là de déposer les armes, ils font quoi? Quand ils ont déposé, ils vont faire quoi? Ils sont dans le chômage. N'oublie pas que c'était entre eux, maintenant c'est devenu, ils font le mafia, ils kidnappent les gens, c'est devenu un réseau économique pour eux. Et dans ce domaine, j'ai une proposition au gouvernement. Et j'avais fait ça depuis même 2012, mais ce qu'on n'a pas élaboré. Donc, on crée un programme ambitieux de un moto-taxi, une plantation. Ça veut dire qu'on aide les jeunes Camerounais, les diplômés qui sont sortis de l'université, n'ont pas le travail, font le bensikin. On les encourage, on les guide, on les accompagne à entrer dans la cultivation, la production, dans l'agriculture. L'agriculture paye et le Cameroun peut se distinguer, n'est-ce pas, dans l'agriculture. La deuxième partie économique plan, le deuxième volet de cet engagement, de ce truc économique, c'est chaque arrondissement est factory. Factory en français, c'est une usine. Donc ça emploie nos jeunes. Quand un jeune est désespéré, is hopeless, comme on dit, a perdu la confiance, il dit qu'il n'a rien à perdre. Il a perdu tout l'espoir. Or, si on a un aspect économique, et nous sommes prêts à aider le gouvernement à leur montrer comment ça peut se passer. Si un jeune gars, 25-27 ans, il est marié, il a le travail, il sait que chaque jour il a l'argent qu'il va amener à la maison, il ne va pas lutter avec sa femme parce qu'il n'y a pas d'argent à manger. Il ne va pas vouloir les perdre. So you need an economic component. So I can end here. I think I gave 5. Maintenant, vous pouvez poser les questions. Et je peux élaborer sur cela maintenant. Allez-y. Donc, vous reviendrez sur les 6 après. Oui. Alors, je voudrais revenir sur la première question, le cessez-le-feu. Unilatéral, vous dites. Oui. Sur la 4e question, la phase de négociation. Oui. Et sur la 5e question, les relances économiques. Oui, les relances économiques. Cessez-le-feu, vous dites unilatéral pour le gouvernement. Oui. Alors, mais que fait-on de ceux-là qui ont les armes en face? On les laisse envahir comme ça? Non, je crois que j'ai causé avec quelqu'un, il m'a aussi dit que je sais qu'il y a des risques, n'est-ce pas? Parce que mais n'oublie pas que ceux-là sont dans les forêts. Ils sont dans la forêt. Si l'armée se retire, justement, ils peuvent se retrouver en zone urbaine. Ils peuvent sortir de la forêt pour revenir dans les villes.
C'est le pourquoi j'ai dit qu'on fait ça, we do that concurrently. Ok. Ceasefire, période de national reconciliation. Parce que quand s'il y a ces trois choses à la fois, c'est très clair que le gouvernement a une bonne foi, une bonne foi. Le gouvernement veut arranger le problème. Alors, et reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Sur le quatrième, oui. le plan, les négociations. Oui, la négociation. Vous suggérez en 3 phases. Minimum 2 phases, si c'est 2 phases, 1 au Cameroun, 1 à l'étranger. Prenons dans ce minimum. Oui. Quel est le contenu de la première phase? Avec qui négocie-t-on et pourquoi irions-nous à l'étranger? Ok. Quel est le contenu? Absolument. Je crois qu'il y a nous avons beaucoup où nous devons commencer. Ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui veulent commencer toutes leurs conversations à partir de la constitution de 1996, 1996. Oui. C'est comme ça que vous dites. Absolument. La constitution qui a proclamé la décentralisation. Et même c'est la même constitution qui parle des autochtones, des halogènes. C'est incroyable. Absolument. Bon. Mais les anglophones... Elle reconnaît les minorités. Ils reconnaissent les minorités. Mais les anglophones ne reconnaissent pas et ils veulent rentrer à la constitution de 61. Donc remettre sur la table la forme de l'État. Première partie de la négociation. Oui, parce qu'on a... We erred, on ne sait pas comment on dit en anglais, we made an error in 1961. Whether we accept it or we don't accept it, we made an error. We made so many errors. So we have to go back to the drawing board. On doit rentrer au départ et dire que on avance comment en tant qu'un peuple. On est un peuple, on est un. Mais on a des cultures différentes. On a un peu d'historique différent. Donc, et c'est la constitution de 61. N'oublie pas. Et c'est pourquoi je dis que c'est la constitution de 61. Donc, on rentre là-bas. Mais il y a beaucoup de points communs entre les deux. Donc, on regarde les points qui sont communs entre les deux constitutions. Vous dites, on prend 96 et on prend 61 et on s'assoit sur la table. On prend 60, oui, sur le point que on reconnaît qu'il y a eu des erreurs et nous allons les arranger. Et heureusement, nous avons les experts à we have problem solving experts. We have people who can help us navigate those issues. Mais sur cette base-là, puisque c'est une négociation, oui, on ne retourne pas systématiquement au fédéralisme, puisque chacun va venir avec ses arguments. Comment on ne retourne pas? 61 parle de fédéralisme. Oui, je suis d'accord, mais 96 parle de la décentralisation. La meilleure décentralisation, c'est le fédéralisme. Ne faites pas le jeu de mots. Et c'est ça le problème. Donc, nous avons... Mais, parce que le gouvernement nous trompe parce que, en fait, je veux dire... Bon, je ne sais pas si le gouvernement trompe ou le gouvernement ne trompe pas. Non, je veux dire que ce sont les éléments qui sont sur la table. Le président de la République, s'il disait... Alors, je veux dire, il y a une claire différence entre le fédéralisme et la décentralisation. On ne peut pas nous dire autrement. Non, il y a une très grande différence. Voilà. Prenons ce que vous appelez prélèvement, si c'est prélèvement mandataire ou bien, où on compte 85% de prélèvement, j'ai oublié le mot en français, ça va à l'État central. 5,6% va à 14 communes gérées par les délégués du gouvernement. Ça veut dire que le peuple élit son représentant. On nomme un monsieur Dana qui est venu de nulle part et il est au-dessus du peuple. Celui qui décide si le maire a 1 franc ou il n'y a rien. Encore que lui ne reçoit pas grand-chose. Et encore lui ne reçoit pas grand-chose. Comment? Donc, et nous sommes au 20e siècle. Nous devons faire évoluer nos communautés. Nos communautés doivent être self-reliant et soutenables. Et pour que nos communautés soient soutenables, eux, ils doivent développer, quand ils génèrent, quand ils créent leur fonds, when they generate their income, they should manage it. Absolument. And they should manage it with a percentage going to the federal government. Un certain pourcentage, pas que je prends 100 francs, j'envoie tous les 100 francs à Yaoundé, Yaoundé me renvoie 2 francs, et on envoie même au délégué du gouvernement. En réalité, il faut que Yaoundé se désengage grandement sur la gestion de la cité. Mais c'est ce que les gens... Ça, c'était le premier point que je voulais soulever en cas. Alors, une fois que cette première phase de la négociation sur le plan local a été faite, pourquoi aller négocier maintenant dans la diaspora? Pourquoi sortir du Cameroun pour aller à l'étranger négocier? Je crois que
comme vous avez vu, vous avez même dit que la diaspora, et ce sont des Camerounais comme tous les autres. Eux, ils jouent un rôle, et ils jouent un rôle important dans la crise, directement ou indirectement. Et je crois que vous avez commencé à dire que certains financent. D'une part, je crois que oui, vous avez raison, une grande partie de la diaspora finance, que je mets entre guillemets, la diaspora anglophone. Oui. Hein? Parce que je ne veux pas dire que M. Boubacar, qui est en France, qui n'a rien avec les anglophones, est en train Absolument. donc, une grande partie de la diaspora anglophone, parce qu'ils se reconnaissent dans le problème. Et ils reconnaissent que leurs parents ont fait certaines erreurs. Et l'objectif de chaque parent, c'est quoi? C'est que ton enfant soit mieux que toi. Ton enfant avance plus que toi. Donc, nos parents ont fait... Il faut un regard extérieur des Camerounais de l'extérieur pour apporter leur intelligence à la résolution de nos problèmes. Absolument. D'accord. Les Juifs, comment les Juifs font? Ils marchent main en main avec leur diaspora. Ils sont aux États-Unis dans les grandes institutions, mais ils vont chez eux une fois l'année, une fois les 2 ans, les 5 ans, pour les aider avec la technologie, le know-how, la connaissance. Ce n'est pas seulement envoyer l'argent comme beaucoup de nos frères font, on envoie l'argent au Cameroun, mais il faut la capacité intellectuelle and the know-how, the hands-on experience. Par exemple, quand moi je viens, je cause avec un enfant, je dis que voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Ça dépasse les 500 francs que je leur ai envoyé. Parce que maintenant, ils peuvent aller pêcher. Il n'a pas besoin que chaque jour je pêche, je lui donne le poisson. Donc, et la diaspora, surtout anglophone, a perdu confiance avec le gouvernement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'opportunité de sortir du Cameroun et ils ont eu la capacité de comparer 2, 3, 4 systèmes différents. Écoute-moi très bien, et je veux que le peuple camerounais, il n'y a aucun pays dans le monde plus béni que le Cameroun. Il n'y en a pas. Mais nous n'avons pas seulement su gérer nos problèmes. Je souhaite et chaque jour, je prie que quelqu'un va souffler à l'oreille du chef de l'État, qu'il y a les Camerounais compétents dehors, qui sont d'abord patriotes. Parce que même en venant, quand je dis à quelqu'un, je vais au Cameroun, ils me disent que non, on va vous arrêter à l'aéroport. C'est quand je suis arrivé, je suis sorti de l'aéroport que j'ai dit que mais. Donc, c'est qu'on rencontre même. Parce que souvent, ce n'est pas la bonne information que nous avons. Parce que moi, je savais que, en tant qu'anglophone, tu mets pied au Cameroun, t'arrêtes. Hein? Donc, on fait croire qu'il y a une répression. Il y a les mésinformations, there's disinformation all over the place. Des deux côtés. Des deux côtés. C'est pourquoi moi je veux être, comme vous avez constaté, je suis un peu plus ou beaucoup plus réconciliatoire. Okay. Parce que je pense que il y a eu beaucoup d'erreurs. Nous pouvons former, et nous ne devons pas former un fédéralisme au type européen ou américain. Il ne doit pas nous imposer. Alors, nous pouvons former notre forme de fédération qui intègre nos spécificités. Qui intègre nos spécificités et que nos enfants peuvent s'identifier et l'embrasser. La dernière question, c'est sur les points que vous avez relevés, que je voulais noter, c'est sur le volet économique. Vous proposez une relance, une forme de relance économique. Elle sera différente de ce que le gouvernement vient de proposer là, 12-13 milliards. J'ai dit que le gouvernement devait faire, sa relance économique devait être le 5e ou 6e point. Voilà, okay, c'est ça mon... C'est ça la différence. C'est ça la différence énorme. Parce que à l'heure actuelle, vous allez identifier ces gens-là où? D'abord, l'argent là, ce serait pour réparation de quoi? Is it reparation? Est-ce que c'est pour payer les gens qui sont blessés, qui sont à l'hôpital? Est-ce que c'est pour les villages qui ont été brûlés? Et même, est-ce que vous pensez que les gens vont sortir de la brousse pour venir s'identifier? Ah, soyons honnêtes entre nous. Il y a beaucoup de travail. L'idée est très bonne. Excellente. Mais c'est à long terme. Il y a un travail en amont. Oui, je ne sais pas ce que vous dites en amont. C'est-à-dire avant ce qui est fait là maintenant, il faut énormément de travail quand on arrive là. Et vous avez aussi demandé avec qui qu'on va négocier. L'équation doit être très très simple. N'importe quel Camerounais qui sait qu'il peut demander que les gens déposent les armes et venir à table, doit être invité à table. Donc s'il y a quelqu'un qui est assis à Koutaba. Votre réponse est bien astucieuse parce que évidemment la question que j'allais poser après, c'est s'il fallait aussi négocier avec ceux qui sont en prison par exemple pour avoir été convaincus de prise d'armes.
Bon, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Mais si celui qui est en prison peut prendre le téléphone, il appelle M. Ngwa, qui est à Kumba. Il dit que je suis confiant, le gouvernement a bien parlé, on va rentrer réviser les erreurs que nous avons tous faites. J'essaie de ne pas blâmer, parce que les erreurs vont partout, les fautes ne sont pas partout. Venons à table, donnons encore une chance au gouvernement, parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que nous avons vu, qu'on a dit, venez qu'on parle, si vous n'êtes pas d'accord, on vous arrête. Ça ne doit pas être comme ça, mon frère. Et le 6e point, c'était lequel? Bon, en passant, je vais me rappeler du 6e point. Ça m'a échappé le 6e point. Je voudrais quand même avoir votre expertise là-dessus. Une question qui est quand même assez, qui revient beaucoup, qui est assez, je ne sais pas, pertinente dans le débat. La double nationalité au Cameroun, la diaspora demande grandement cet aspect-là, pouvoir être camerounais d'origine et avoir la nationalité du pays d'accueil. En même temps, d'ailleurs, un certain nombre d'autres pays le font assez aisément et ceux qui le font ont pour argument la contribution que cette diaspora apporte aux locaux. Le Mali en est un exemple. D'ailleurs, là-bas, je crois qu'on a créé tout un ministère chargé de la diaspora. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus et peut-être comment matérialiser éventuellement cette hypothèse-là. Je crois que c'est une erreur capitale, n'est-ce pas, que depuis les années 60, le Cameroun a vu voir la double nationalité comme une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Ça permet aux enfants camerounais de venir contribuer au développement économique de notre pays. Je prends un exemple du Canada qui est tout juste nos frères du Nord, dont je parle des États-Unis. Le Canada a prié ses citoyens nés aux États-Unis de prendre la double nationalité. Pour que de temps en temps, ils viennent au Canada contribuer au développement du Canada. Dans les années 60, on avait peur que des Camerounais qui sont à l'étranger, qui ont pas de double nationalité, avaient des vues ou des opinions subversives. Et on ne veut pas. Non, il faut que tout le Camerounais s'intéresse à venir aider son pays, même s'il a pris la nationalité russe ou américaine ou française. Et même, je vais même un peu plus loin. Parce que j'ai un jeu où j'aide les gens. L'une des choses qu'on peut faire, prenons seulement le domaine de médecine. On dit à ces Camerounais médecins, une fois l'année ou une fois les 2 ans, vous allez au Cameroun visiter ou consulter, voilà le mot en français, consulter les patients dans les villages. J'ai conçu un immeuble à Yaoundé. L'objectif de ces immeubles, c'était pour faire venir les médecins spécialisés aux États-Unis. Quand ils viennent au Cameroun, moi, je les paye le transport, je les loge, je les héberge, je les donne à manger, mais ils me donnent 2 semaines de travail n'importe où au Cameroun qu'on veut. Ils consultent nos frères parce que nous n'avons pas ces services-là, nous n'avons pas ces compétences-là. Voilà le rôle que le double nationalité peut faire pour nous. Et on peut même aller plus loin. Ceux qui sont dans les domaines spécialisés, ils savent qu'ils peuvent venir pour 2 semaines travailler avec le gouvernement en tel, où nous pensons que notre pays en a besoin. Je suis un expert de la gestion de crise. On m'invite partout dans le monde, mais dans mon propre pays, ça ne va pas aller. Je suis d'abord nana et je suis anglophone. Donc mon cas est encore grave. Mon cas est grave. Non, ne faites pas croire non plus que sur la base de votre nom seulement et sur la base de votre origine anglophone, on vous l'interdit. Peut-être qu'il y a autre raison. Mais le point est simple, n'est-ce pas? Sur presque toutes les disciplines. Et nous sommes un jeune pays. Nous avons besoin de toute cette compétence-là de venir au Cameroun nous aider. Donnez-leur l'opportunité de venir aisément chez eux, aider. Alors, il y a un autre aspect quand même dans cette crise qui de plus en plus semble se dessiner. Il y a eu une tentative d'incursion avec l'ambassadeur des États-Unis qui s'est exprimé sur la question. Y a-t-il lieu de faire intervenir les pays partenaires, les pays amis au Cameroun pour peut-être dialoguer? Vous savez, quand vous parliez de 2 frères tout à l'heure, vous avez pris une image assez symbolique, parlant de la famille. Quand 2 frères n'arrivent pas à s'entendre, qui sait, peut-être un ami de la famille, un voisin,
pourrait lui dire, écoutez, moi je vous connais depuis que vous êtes né, je pense que quand tu étais plus jeune, voilà ce qui s'est passé. Maintenant vous êtes adulte, vous pouvez faire comme ça. Est-ce qu'on peut laisser une place ouverte aux pays amis, aux pays voisins, le Nigeria, qui est également marqué par cette crise, pour dire un mot dans cette crise? Je crois oui. Et je crois que le Cameroun a perdu une opportunité énorme après la sortie de l'ambassadeur Peter Bellerin. Parce que quand il est sorti, il a dit ce qu'il a dit. Quelle était notre réaction? Nous avons envoyé les professeurs aller dans les chaînes de télévision menacer à mort l'ambassadeur américain. Ce n'est pas acceptable. N'oublie pas que l'Amérique, c'est un partenaire très très fort avec le Cameroun. Je vais dire en anglais, our partnership with the United States is still very strong. Number two, the United States is training has over 300 soldiers in the north fighting Boko Haram. 300 soldats américains au nord. Donc, je ne vois pas pourquoi, après la sortie de l'ambassadeur, nous menaçons à mort l'ambassadeur. J'ai suivi, je crois que c'est Afrique Média. On ne va pas les citer. Ok, bon, on ne va pas les citer. Hein? Ce n'est pas normal. Or, on pouvait prendre 2 pas en arrière. On pouvait prendre 2 pas en arrière et dire que sur quelle base se sont-ils arrivés à cette conclusion? Je crois que where did they get the data to come to that conclusion? Sur quelle base ils ont arrivé à cette conclusion-là? On fait comment? Deuxième chose, n'oublie pas que tous les problèmes pas tout, je reprends. La grande majorité de problèmes anglophones n'ont pas été causés par le président Biya. En 61, le président Biya n'était pas... Le président c'était Ahidjo. En 72. Donc voilà une porte qui a été ouverte largement. Que les conseillers du président Biya auraient dit, nous avons compris vos soucis, et je vais revenir sur le truc des voisins, mais ces erreurs-là ont été commises par mon prédécesseur. Je vais l'arranger. I will fix it. Mes frères, venez à table, j'ai compris vos doléances. Absolument. Hein? Nous allons l'arranger. Il n'y a aucun peuple sans... Nous sommes un jeune pays. Les États-Unis, c'est 300 années de travail que nous sommes en train de jouir là-bas. Nous devons bâtir notre pays à nous. Donc, it was a lost opportunity. Votre question... Et aussi, si vous êtes dans une société ou même dans votre concession, chaque jour, on comprend la bagarre chez vous et il y a le bruit, tout le monde pleure. C'est important que le voisin qui ne dort pas la nuit, n'oublie pas que ce problème n'est plus un problème interne du Cameroun. Ça déstabilise le Nigeria. A combien de réfugiés au Nigeria? 20 à 30% du pétrole importé aux États-Unis vient du golfe de Guinée. Donc ils ont tout intérêt à être là. Le président Ronald Reagan à 81 avait dit, the United States will do what is best for the United States. My question to you is, are we Africans or Cameroonians doing what is best for Cameroon? Ben c'est moi qui pose la question ce soir. Vous allez demander aux téléspectateurs si nous, Camerounais, nous pourrions faire le meilleur pour notre pays. C'est ça. Est-ce que nous faisons ce qui est mieux pour nos enfants? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour le futur de nos enfants. Nos parents. Êtes-vous de ceux-là qui disent qu'il y a un complot contre le Cameroun? Non, I don't believe so. Complot de qui et contre qui? Contre le régime du président Biya, que loin des revendications pertinentes socio-économiques, c'est davantage des mouvements politiques qui voudraient faire tomber le régime? Bon, moi je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais je peux dire ceci. Après la sortie médiatique, avant que je ne quitte la sortie médiatique de certains de nos professeurs qui menaçaient, qui essaient d'intimider les États-Unis, beaucoup de choses se sont passées. Et les choses ont pris une accélération ou un de tout un peu plus accéléré. N'est-ce pas? Les Nations Unies ont reconnu qu'il y a une crise humanitaire au Cameroun. Et les articles des Nations Unies sont très clairs.
quand il y a une crise humanitaire, ça veut dire que the foreign parties, ça veut dire que les gens qui sont en train de discuter, qui sont en train de lutter, soit ils sont incapables ou ils sont involontaires de régler le problème. Mais on ne peut pas aussi rester, on voit les gens mourir. Absolument. Donc vous voyez... Les États-Unis préparent des arguments, c'est ça vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit que... Voilà, vous mettez les mots, j'ai seulement dit que... J'ai dit les Nations Unies, je n'ai pas dit les États-Unis. Je suis le profane de tout ça, je pose juste des questions. Bon, voilà. J'ai dit les États-Unis, n'est-ce pas, et les Nations Unies. Et deux, l'administration Trump a dit qu'ils vont prendre les mesures unilatérales pour aider les gens, le peuple déplacé, les réfugiés. The British Commons, the British Parliament, ils ont donné le droit à Theresa May d'agir. Je ne vois pas... Donc là, vous voyez des éléments constitutifs des pays qui se disent démocratiques pour donner un certain pouvoir à leur chef d'État, éventuellement pour une intervention. Pas pour une intervention, mais c'est de dire... Pour chercher les résolutions des problèmes. Chercher une résolution au problème. J'aurais souhaité, si j'étais ami à ces gens qu'on a envoyés qui sont allés dans les médias et menacés, dire que ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas menacer un partenaire. On ne peut pas menacer un partenaire. Demandez-le comment, how did you get there? Vous êtes arrivé à cette conclusion-là comment? Et comment on fait? Et ce sont les mêmes professeurs qui nous ont dit il y a 5 mois au Cameroun, qui nous apprenaient, ils forçaient dans nos gorges que 32 gigas est supérieur à 500 gigas. Pas le même professeur qui veut donner les leçons. Là, le problème camerounais, c'est ceci. Nous avons un problème. Nous croyons trop à nos professeurs. Ils ont une place dans la société, dans l'académie, in academia, c'est pas ça se dit en français. Absolument. Et ils maîtrisent la théorie 500%. Mais ils n'ont pas d'expérience pratique. They don't have hands-on experience. Et où ce que nous traversons aujourd'hui, nous avons besoin des experts qui maîtrisent, qui ont le hands-on experience, je ne sais pas le mot en français, donc qui ont le hands-on experience, qui maîtrisent comment on gère la crise. C'est ce que nous on fait depuis 25 ans. Amenez vos enfants. Vous avez ces compétences. Utilisez-les. Parce que ces professeurs-là n'ont pas fait du bien au Cameroun. Ils ont créé plus de problèmes. Donc vous dites qu'on est davantage en face des technocrates à qui on a confié la gestion de la crise. Oui, c'est exactement ça. Des bureaucrates, je veux dire, des bureaucrates. Ils ont la théorie, ils ont fait dans les écoles. Show me what you've done. Ils vont te dire que je suis agrégé. What have you done? Alors cette crise et cette tentative de solution que semble vouloir implémenter le gouvernement interviennent dans une période électorale, législative, municipale, présidentielle, toute. Vous y voyez un élément supplémentaire pour complexifier, pour rendre la crise plus difficile encore? Qu'est-ce qui rend la crise plus difficile? Je ne comprends pas. Nous sommes en année électorale. Oui, on est en année électorale. Oui, présidentielle et... Est-ce que le fait que nous soyons en année électorale rend cette crise-là plus compliquée? Parce qu'il faut des élections. Or, les gens sont encore sous le coup de la colère et tout le reste. Je crois que la question que je devais poser, c'est est-ce que la crise rend l'année électorale plus compliquée ou bien c'est l'année électorale qui rend la crise plus compliquée? L'un ou l'autre. Ok, c'est monnaie blanc, blanc, monnaie, comme vous dites en français. Voilà. I think si les gens sont en brousse, vous voulez que quelqu'un qui est en brousse vienne voter comment? Il vote pour qui? Il sait même qui est en train de se présenter. Moi, je pense que nous devons, et j'ai commencé, je vous ai dit que le Cameroun doit rentrer au point de départ. Réformer toutes nos institutions. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que à partir de là, parce que nous avons un problème de confiance. We have an issue of confidence. A trust building. C'est pourquoi j'ai dit que les 3 ou les 4 premières initiatives devaient être unilatérales de la part du gouvernement pour, on appelle ça trust building initiatives. Initiatives pour développer la confiance. Okay. Pour que quelqu'un, même pas s'il n'avait pas pris l'arme, quelqu'un qui a pris l'arme me dit que ok, c'est mon frère. On s'est fâché par erreur. On doit revenir à table causer. Je prie aussi nos gens du gouvernement pour que si les frères décident de venir négocier, il ne faut pas les arrêter. Parce qu'il y a des patterns. Il y a... votre français là, c'est comment? Allez-y en anglais.
de ce pattern. Nous avons déjà établi que tant qu'on vient en négociation et vous n'êtes pas d'accord avec nos points de vue, moi je crois que tout ce truc de séparation, c'était un point de départ pour la négociation. J'enseigne également la négociation. Il y a deux façons de négocier. Il y a plusieurs. Mais le plus commun, n'est-ce pas, sans savoir ce qu'on appelle batna, hein, c'est prendre une position extrême, surtout au Cameroun, en Afrique en général, nous aimons cette façon de négocier. On prend une position extrême en se disant que je voudrais que vous me donnez 100 francs, je voudrais avoir 100 francs à la fin de la journée. Je vous demande 500, oui, 1000 francs. Pour que vous discutez et on arrive... Même à 150 francs. Même à 150 francs. Vous êtes gagnant. Et on est gagnant-gagnant. Or, l'autre peut dire que non, je veux 150, vous montez, vous descendez, il ne bouge pas sur ces 150. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il veut 1000 francs que vous cherchez seulement la matière de commencer à le... Ben, il faut essayer de voir si vous commencez même par 50 francs. Voilà. Donc, et puis peut-être 75 francs. Le point que je suis en train de dire seulement, c'est que les gens se sont emportés parce que certains ont dit qu'ils voulaient la séparation. It's freedom of expression. There's nothing wrong with that. It's their opinion. Est-ce que la réalité sur le terrain c'était ça? Même jusqu'à l'heure actuelle. Je suis confiant que au plus de 85% des Camerounais veulent le fédéralisme, pas la séparation. Alors on va sortir de l'émission, mais j'aimerais prendre un ou deux mots de votre expertise sur la situation économique du pays. Vous le savez, on est retourné au FMI, le Fonds monétaire international, qui nous a accordé, je crois, 95 milliards et plus. Mais en même temps, nous sommes, le Cameroun, lancé d'un ensemble de projets structurants pour le développement du pays. Vous diriez un mot là-dessus? Bon, je vais seulement dire que je rentre sur où vous avez dit que est-ce que les partenaires peuvent avoir un mot. Voilà que le Cameroun, chaque jour, est à genoux et en train de demander de l'argent. Si je viens vous demander l'argent chaque jour et je vous vois en train de quelque chose qui ne va pas chez vous, vous ne voulez pas que je dise un mot? Non, soyons sérieux, n'est-ce pas? Et c'est le pourquoi nous sommes, la jeunesse camerounaise voudrait un Cameroun indépendant et économiquement indépendant. Hein? Je vais dire en anglais. We want a Cameroon beyond aid and loans. We want to be self-sufficient. And how do we do that? We create our own money. We manage our economy. We transition our economy from one which is mostly primary export of raw materials to one that is value added. We encourage our Cameroonian brothers who are experts in the diaspora. Voilà encore où la double nationalité devient encore très important. Vous leur dites que revenez au Cameroun pour 3 mois par an ou chaque 2 ans, aider n'importe quelle entreprise, on va vous donner un terrain de 500 mètres carrés de construire votre petite maison. Et nous, vous voyez comment on peut exciter nos frères qui sont dans la diaspora, 20, 30, 40, 50 ans, de revenir au Cameroun et en venant, contribuer au développement. Et contribuer au développement du Cameroun. Mais je vais finir en disant que nous sommes tous Camerounais. J'espère que les calm heads, je ne sais pas comment ça se dit en français, les esprits calmes vont régner, n'est-ce pas? Nous allons comprendre qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de tous les côtés. Le futur du Cameroun est en train de mourir, soit ceux dans l'armée, soit ceux qui sont en brousse. Ça, c'est le futur du Cameroun. On doit arrêter. On doit déclarer un ceasefire. Cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Ramener tous les enfants à table. Dès qu'on a compris, nous avons tous fait les erreurs. Souvent, deux frères, chacun reconnaît sa faute. Il embrasse son frère. Il dit qu'on fait comment? Nous sommes un pays. Nous voulons, moi je suis, comme je vous ai déjà commencé à vous dire que je suis un panafricaniste. Donc moi je voudrais que l'Afrique ait une seule voix. Et si je veux que l'Afrique ait une seule voix, je ne peux pas être celui qui veut que le Cameroun se sépare. Nous allons tout faire pour qu'on ait un Cameroun. Mais nous voulons que tous les Camerounais, soit il est de Kousséri, ou il est de Bamenda, ou il est de Akonolinga, se sentent à part entière. Ça se dit, non? Ça en part entière de ce pays. Que le pays l'appartient aussi. Qu'il peut faire des suggestions. Il peut gouverner sa petite zone où il est et créer l'emploi. On peut même créer economic competitions within the zones in Cameroun. Nous avons des experts qui peuvent nous aider là. Donc je ne comprends pas pourquoi un pays aussi béni comme le Cameroun, on a tout mais ça ne décolle pas. Donc il faudra une politique
pour aider ce pays à se développer. Et vous l'avez défini en 6 points. Je voudrais vous remercier pour ces échanges, j'espère, constructifs. J'espère que nos téléspectateurs en profiteront pour remettre cette expertise au service de la paix et de la réconciliation avec nos frères qui, pour l'instant, sont en pleine réclamation et revendication. Merci encore et bon séjour ici chez vous, chez nous. Je suis chez moi, quand je suis au Cameroun, je suis chez moi et je vous remercie. Mais je crois que le pays a besoin de la réconciliation nationale. Et je crois que le président de la République, s'il y a quelqu'un qui peut suivre l'émission et lui souffler à l'oreille, que nous avons vraiment besoin de ça et le pays va décoller. On verra bien. Nous étions avec Charles Nana, on l'appelle d'ailleurs sénateur parce qu'il s'est effectivement présenté le seul Africain, il a dit, hein, il a révélé tout à l'heure, le seul Africain candidat au Sénat américain. Charles Nana est donc fort d'une expérience assez pertinente sur des questions économiques, sur des questions de géostratégie, de génie mécanique, parce que toutes ces choses-là, la biomédicale, il les a apprises dans son parcours académique. Et bien sûr, il a également fait de l'expérience politique. Son expertise était nécessaire pour qu'on voit clair, parce qu'il est également membre de la diaspora, essayer d'avoir le sentiment et l'assentiment de nos frères qui sont de l'autre côté pour mieux cerner cette crise et pourquoi pas apporter les meilleures solutions. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.